Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler crypto-monnaie, on va parler Mongox et on va parler géopolitique parce que oui, ça chauffe vraiment très très fort au niveau du Moyen-Orient et ça se voit au niveau du pétrole et ça se sent énormément dans une politique où on attend un mouvement de la Fed. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons normalement la prise de parole de Jérôme Powell, quelque chose qui va être important pour le marché, pas tant la décision, parce que la décision ne va pas bouger, mais en l'occurrence, la prise de parole va être vraiment très importante et on va revenir sur tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et on va commencer tout de suite par les nouvelles. Nouvelles dans lesquelles on a encore une fois un nouveau mouvement des bitcoins de Mongox. Mongox qui est l'exchange qui s'est fait hacker il y a plus de 10 ans et qui est en train de rembourser enfin les personnes. Et on a vraiment une peur drastique sur l'impact que ça pourrait avoir sur le marché. Peur qui est clairement surfaite, on l'a déjà vu depuis un certain temps. Et ça, c'est l'historique en fait des déplacements qu'on a vu des bitcoins de Mongox sur les différents exchanges pour pouvoir retourner à ses utilisateurs. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que les utilisateurs vont vendre leur BTC de Mongox? Ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne vend pas encore parce qu'il y a 41% des bitcoins de Mongox qui ont été distribués et on voit que le maintien se fait plutôt bien quand on analyse les différentes zones qui sont les outflows qui sont liés principalement à la pression baissière sur Kraken, donc il y a eu déjà une grosse majorité des bitcoins et on voit qu'il y a très peu de ventes en tout cas dessus. Pourtant, on a un impact au niveau de Bitcoin, parce que c'est un impact qui est purement psychologique, ce qui est plutôt normal, c'est le même principe. À partir du moment où on a annoncé qu'il y allait avoir le remboursement de Mongox, ça y est, on avait une chute. Et ça, c'est systématique. Et c'est renforcé par autre chose. C'est renforcé par les mouvements des bitcoins, des gouvernements, et principalement celui des USA en ce moment, qui s'amusent à balader ces bitcoins, et forcément, ça impacte beaucoup. Alors oui, du coup, on a une psychologie de marché qui est plutôt faible, on va aller le voir. On a derrière une tendance qui est plutôt à la baisse aussi, mais on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles notamment avec la SEC qui prend position, ça y est, sur Binance. Donc une grosse plainte sur Binance qui a été déposée il y a déjà fort longtemps. Ils sont en train d'annuler une partie de ce qu'ils ont lancé et justement certains tokens qui ne seraient pas une securities pour l'instant. Voilà, c'est vraiment important. Pour l'instant, ce ne sont pas des securities, donc ils définissent comme étant un état temporaire et nous avons seul ADA et Matic qui sortent du scope de la notion de securities. Merci à ce procès, merci à cette action en justice qui nous permet de pouvoir valider en effet que nous avons Sol, Matic et ADA qui ne sont pas des securities, donc une grosse majorité, et ça on peut le définir, des blockchains qui sont en proof of stake. Donc c'est plutôt positif. Sur le long terme, on avance vraiment dans cette phase de réglementation qui est plutôt longue et qui est vraiment l'incertitude des USA sur 2022, 2023 et 2024. Et là-dessus, on avance petit à petit. Par contre, d'un autre côté, sur la géopolitique, ça se corse vraiment beaucoup, entre notamment Israël et le Hezbollah, avec des attaques qui sont effectuées sur le territoire libyen et en même temps sur le territoire israélien. Donc c'est vraiment très compliqué sur le Moyen-Orient, on va voir l'impact que ça va avoir sur le pétrole. Le pétrole égale l'inflation. Je reviens dessus dans quelques instants, mais ça se confirme encore une fois, étant donné qu'on a ici la mort du chef du Hamas qui a été effectué dans un raid attribué à Israël, qui a été effectué directement sur le territoire iranien. Donc là, on est vraiment dans une accélération du conflit au Moyen-Orient. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir, qu'on avait anticipé de ce côté-là, en se disant qu'à un moment donné, on allait avoir certainement un tassement du conflit. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on a plutôt une accélération du conflit, donc voire même un embrasement. Et c'est quelque chose qui se voit directement au niveau du pétrole. On voit le ravalement de Maersk qui a été effectué. Et on rappelle que le pétrole, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Parce que c'est à partir du pétrole qu'on définit si oui ou non on a une énorme inflation aux USA. C'est le principe, c'est à partir du moment où on a une augmentation de la puissance énergétique, en tout cas du coût de l'accès à l'énergie et à la puissance énergétique, plus on va avoir une inflation qui est forte aux USA. Et la personne qui est le mieux au courant de le savoir, c'est Jérôme Powell, le président de la Fed, qui va faire une conférence à 20h30 aujourd'hui, plutôt classique, une conférence du FOMC par rapport au taux de la Fed, les taux de la Fed qui permettent de pouvoir justement limiter le pouvoir de l'inflation. On est à 5,5 et je pense qu'on va rester à 5,5 encore pour le mois d'août et certainement en septembre, octobre, on aura un début de pivot de la Fed et c'est en tout cas ce que le marché est en train d'anticiper. Pour moi, on est quand même relativement loin de ce côté, donc on prend encore une fois un petit peu de recul par rapport à ça, mais surtout ce qui va être important, ça va être la prise de parole de la Fed, étant donné qu'on a eu un certain nombre d'éléments qui nous disaient, Jérôme Powell nous disait il y a quelques jours,
que tout simplement il y avait des éléments qui étaient plutôt concrets concernant la diminution de l'inflation vers les 2%. Est-ce que les tensions au Moyen-Orient vont changer ça? À savoir que début juillet, il nous disait à l'inverse qu'il attendait encore des chiffres et que c'était pas sûr qu'on arrive à 2%. Donc là, on a quand même quelque chose qui va être très important. Le positionnement de Jérôme Powell par rapport aux événements, sans qu'il en parle directement, il va parler principalement la possibilité de l'augmentation des taux du pétrole et donc de l'inflation et donc derrière potentiellement de retarder les taux. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait faire du mal vraiment au marché traditionnel. On va revenir dessus en quelques instants. Ce qui fait mal aussi, c'est la période des earnings, donc c'est-à-dire le fait d'avoir les résultats des sociétés, notamment Microsoft qui a quand même déçu. Alors il a déçu, c'est pas les résultats qui sont mauvais, non, c'est qu'ils sont moins bons que ceux que tout le monde attendait. Microsoft, on attendait principalement une explosion grâce principalement à l'intelligence artificielle, aux différents achats qu'ils ont effectués, et à la posture de leader au niveau de l'IA, principalement dans son partenariat avec l'OpenAI. Sauf que le marché traditionnel a été déçu, et ça s'est vu principalement par cette mèche sur le Nasdaq qui est portée pas que par Microsoft, mais quand même un petit peu par Microsoft, mais ce qui est plutôt logique, parce que on a eu l'habitude, sur les derniers earnings, d'avoir toujours une hyper accélération avec des résultats qui sont extraordinaires, mais ça je vous ai déjà expliqué, qu'à partir du moment où on commence à se diriger vers une baisse des taux, un pivot de la Fed, ça veut dire que le pricing power, la capacité à pouvoir augmenter les prix, va diminuer, il n'y aura pas une légitimisation à travers l'inflation de pouvoir augmenter comme on veut ses prix, donc les marges qui ont été vraiment stratosphériques durant ces phases-là, dans lesquelles on avait une diminution des coûts à travers des licenciements, principalement des automatisations, et une augmentation des prix grâce principalement à l'inflation. Donc on avait un accroissement des marges, là ça a pu être forcément le cas, ou en tout cas on est en train de prévisionner cette partie-là, et c'est quelque chose que le marché attend et qui se fait ressentir maintenant, et qui est plutôt en même temps classique. Néanmoins, on a un marché traditionnel qui est plutôt stable, malgré les différentes chutes qu'on a pu avoir, et qui est en même temps logique. C'est normal d'avoir une respiration, donc c'est normal d'avoir une macro qui respire, surtout au vu, encore une fois, du pétrole et ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, dans lequel on risque d'avoir un embrasement, et ici, potentiellement, une guerre ouverte, chose qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps au Moyen-Orient. Donc là, ça va être vraiment surveillé, notamment sur le pétrole, et sur les flux de transport, parce qu'on rappelle que le Moyen-Orient est situé pile poil au niveau du canal de Suez, qui est le canal qui est le plus utilisé pour pouvoir transporter les différentes marchandises, matières premières ou produits finis, donc forcément ça aura un impact sur les économies, et ça va créer des anomalies au niveau des flux logistiques, et c'est un petit peu ce qu'on avait connu au Covid, et qui avait déclenché principalement cette notion d'inflation. C'était une distorsion entre l'offre et la demande, dans lequel on avait beaucoup de problèmes à livrer les produits. Est-ce que ça va être pareil? Tout se dirige vers un risque d'augmentation de l'inflation. Bitcoin, quant à lui, continue sa chute. On continue à justement compléter ce gap CME qui est toujours bien présent. Je rappelle que le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire que c'est le graphique qui représente les futurs institutionnels de Chicago principalement, et dans lesquels on a une ouverture qui est de lundi au vendredi, une ouverture qui est de jour en jour, donc on peut avoir des gaps, c'est-à-dire des ruptures de cotation, et là on voit qu'on a bien une rupture qui s'est effectuée, qu'on est en train de combler doucement, vraiment c'est le terme, c'est quelque chose, hop, ici que l'on voit, on voit qu'on a une première attaque baissière, un premier comblement qui a été effectué, et là on continue à aller chercher plus bas, et c'est normal qu'on ait un ralentissement, hein. Je rappelle qu'on se dirige dans une zone ici de rechargement, 0,618, 786 du retracement de Fibonacci sur cette accélération haussière, donc c'est tout à fait normal d'avoir un ralentissement ici, c'est tout à fait logique, parce que principalement il y a des périodes d'achat qui sont effectuées, et ça se voit aussi au niveau du momentum, où on a ici une petite divergence haussière en 1 heure, hein, ça reste en 1 heure sur le CME, ça reste quand même plutôt positif, ça pourrait dire que on pourrait avoir une accélération haussière pour aller retester potentiellement les 68 000, voire même un petit peu plus haut, les 68 500, avant de pouvoir faire une continuité baissière. C'est quelque chose qui est assez fréquent, hein. Forcément on descend pas tout droit, on a une respiration à un moment donné. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir la respiration avant ou après la prise de liquidité, qui va être importante, prise de liquidité de ce bas-là, ici dans les 64 000, qui marquera bien la validation ici de ce short, et donc la validation du scénario ici qui est bien présent avec le haut de canal, chute dans le haut de canal pour aller toucher le milieu de canal, pour ensuite aller chercher le bas de canal. Donc on aurait bien la validation de ce scénario-là, mais encore une fois, ça ne se fait pas toujours en une seule et unique bougie. On a justement des bougies de retracement qui sont bien présents, et c'est quelque chose qu'on pourrait attendre, principalement ici, avec cette divergence baissière. Par contre, je rappelle,
que ce scénario-là n'est pas actif tant qu'on n'a pas consolidé en dessous des 64 000. D'accord? Pour l'instant, on a toujours un retracement dans une zone de rechargement pour aller chercher un nouveau retest potentiellement du haut de canal. D'accord? La validation vient du fait qu'on fasse un break-off structure, donc on inverse la tendance. La tendance actuellement, elle est, je rappelle, haussière. On voit bien cette tendance-là qui est bien présente avec des tops qui sont de plus en plus hauts et des lows qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Pour ce faire, il faut qu'on fasse un bas qui est plus bas que le précédent, donc c'est-à-dire casser les 64 000. Tant que c'est pas fait, bah, ça veut dire que ça tient, et plus ça tient, plus on a une capacité à pouvoir retester, plus on reteste, plus on épuise les shorters, et plus on a une potentielle hausse qui peut se préparer. Mais encore une fois, là, c'est pas le scénario que je privilégie. Pour moi, on est plus dans une tendance qui est plutôt baissière. On voit qu'il y a un ennui qui est en train de se faire, on voit qu'on a un Mongox qui est bien présent, qui continue à déplacer des fonds, on voit que des personnes s'amusent, mais sur le long terme, on voit aussi des choses qui sont positives, vraiment positives. Je vous en ai déjà parlé, mais ça se renforce encore une fois que les gros mineurs, les grosses sociétés de minage, continuent justement à ne pas vendre de Bitcoin et continuent même à en acheter. C'est le cas par exemple de Mara, qui avait fait une communication dans laquelle ils achètent réellement. Donc on voit, c'est la ligne qui est bleue, on voit la détention qui est stable, alors que pour miner du Bitcoin, comprenez bien que ça coûte énormément d'argent. Donc c'est-à-dire qu'ils tapent directement dans leur USDT, dans leur balance de fiat qui est plutôt classique, hein, qui est plutôt la trésorerie habituelle, en conservant principalement leur Bitcoin pour une raison toute bête. Ça veut dire qu'ils pensent principalement qu'on va avoir une valorisation de Bitcoin dans les semaines / mois qui viennent, en fonction de leur capacité à pouvoir maintenir leur trésorerie. La courbe qui est justement rose, c'est à l'inverse, c'est les petits mineurs qui n'ont pas le choix que de vendre leur Bitcoin pour maintenir leur exploitation à flot, donc c'est-à-dire qu'ils sont positifs, mais ils sont obligés de vendre pour ça. Donc on a très peu en fait de pression de mineurs, et malgré ça, on voit qu'on a une pression qui est relativement à la baisse, et c'est ça qui me fait dire que le momentum est plutôt baissier en ce moment. On a un positionnement, comme je vous l'avais montré ici, au niveau de l'open interest qui est en augmentation et qui est majoritairement short, donc c'est-à-dire qu'on a du positionnement short qui est en train de se faire. C'est plutôt positif sur le long terme, ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on ira chercher les shorts, donc on refera une accélération, il y a de grandes possibilités de pouvoir déclencher un short squeeze. Plus on a de shorts, plus on peut déclencher un short squeeze, et donc avoir une accélération haussière très forte. Dans tous les cas, nous sommes dans une période qui est très intéressante pour le rechargement, très intéressante pour le positionnement, à partir du moment où on a compris les risques, parce que oui, on le voit bien, les institutionnels achètent, on le voit bien, les mineurs maintiennent leur position, donc on a réellement un marché qui est positivement au niveau de l'accumulation. C'est quelque chose qui est plutôt classique et qui continue, et je pense que la chute accentuera cette partie-là. Encore une fois, faut-il avoir une stratégie, et pour ça, n'oubliez pas que vous avez ma méthode d'investissement qui est gratuite, à disposition en commentaire et en description, dans lequel vous avez accès à une vidéo de 8 minutes, 8-9 minutes, dans lequel je vous explique les 4 points importants sur ma stratégie et comment pouvoir gérer ce type de situation-là. Et c'est gratuit, en commentaire, en description, si ça vous intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.